tous, bienvenue au round-up de l'actualité, le round-up de l'actualité qui revient sur les principaux sujets traités par la presse tout au long de cette semaine. Eh bien, cette semaine, c'est la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons en long et en large dans cette édition du round-up de l'actualité. Le round-up de l'actualité, avec nous pour commenter, analyser, décrypter toute cette actualité, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux journalistes. Eh bien, on commence par Claver Kodo. Bonjour, bienvenue monsieur. Bonjour Alain Diop, bonjour à mon copanéliste et binôme de tous les jours. Encore que là, les deux Alain m'encerclent, parce que là, je suis encerclé par les deux Alain. Et bonjour à nos téléspectateurs et téléauditeurs. Cette fois, le même plaisir que je les retrouve dans le cadre de ce programme dédié à l'analyse et aux commentaires de la presse parue en Afrique. Dans le cadre de cette émission hebdomadaire. Très bien. Alors, Alain Billon, il est là. Voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur Njok, mon Yandom. Je veux bien, je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je veux bien, mais c'est que, nous, comme vous l'avez dit, nous sommes à une période de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. La 34e édition qui se joue dans la belle famille. Les deux familles sont en difficulté dans cette CAN-là. On ne sait pas ce que Dieu va nous réserver, mais c'est que hier, on a vu une équipe du Cameroun qui a joué. Je voulais vous relancer pour vous dire que comment est-ce que vous avez vu le match, le regard du journaliste, le match c'est ce que je vais, c'est ce que du Cameroun. J'ai regardé ce match. J'ai même... on m'a même offert un maillot. Je l'ai porté hier. J'ai regardé ce match, mais j'ai vu que il a manqué un peu de l'envie aux joueurs. Et parce que les gens s'en prennent au président de l'FECAFOOT ou alors à l'entraîneur, mais que c'est faux. Parce que le président de l'FECAFOOT, son travail, c'est de mettre les moyens, les commodités pour que les joueurs soient à l'aise. Il l'a fait. L'entraîneur, la nomination de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun voudrait dire deux choses. La première, on voulait nationaliser justement le banc de touche. La deuxième, c'est que il fallait quelqu'un qui est un symbole emblématique de ce qu'on appelle lions indomptables. Et quand je vois à travers les réseaux sociaux, on l'insulte, on parle de tout, on dit de tout et de rien sur celui-là, je me demande où est-ce que nous sommes, comment ça peut se passer, parce que ceux qui parlent, ils se moquent même, ils disent que comment quelqu'un qui a eu l'AVC peut venir et réfléchir à... Mais je leur ai dit qu'il ne faut pas vous moquer de celui qui est en train de se noyer quand vous n'avez pas encore traversé toute la rivière. Et parce que ceux qui ont vu son jouer au football ne peuvent pas dire des choses comme ça. Ce gars était que l'engagement. Mais malheureusement, aujourd'hui, pendant plus de 10 ans, le football camerounais est resté sur les prétoires que sur le terrain. On n'a pas formé des joueurs ici. La formation, il n'y en avait pas. Le football, il n'y en avait pas. Pendant ce temps, ailleurs, les gens ont créé des académies. Il y a eu un travail de fond. C'est ce qu'ils sont en train de récolter aujourd'hui. Et nous, on racolte ceci, on prend les biceps nationaux là-bas, ainsi de suite. Qui ne connaissent pas le contexte, c'est-à-dire de ce que veut dire porter le maillot, le drapeau au Cameroun. Parce que quand vous les voyez, ils jouent comme des chatons. Non, où c'est la nonchalance, où c'est la suffisance, on ne sait pas. J'ai très mal dormi parce que je n'ai pas compris. On a nous inventé des joueurs XXL, mais malheureusement, les gens, jusque-là, ceux qui ont dit à son depuis l'autre jour que vraiment, on a même fait match nul avec la Guinée, tout simplement parce que c'est Odoa qui était au goal. Mais si c'est l'autre qui était au goal, ça ne devait jamais se faire.
Aujourd'hui qu'il a donc classé les gens, chaque joueur a joué à son poste, les meilleurs. Ça s'est passé comme ça s'est passé hier. Ces mêmes gens sont encore en train, au lieu de parler de joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, la tactique c'est une chose. Mais quand vous êtes sur le terrain, c'est vous qui ressentez votre adversaire. C'est vous qui devez trouver les solutions. C'est pas l'entraîneur qui a joué à son temps, était un bon joueur. C'est pas à lui de venir aujourd'hui, vraiment, quand il vous met sur le terrain, vous dire comment vous devez jouer. Quand on est un professionnel, ça veut dire que c'est son métier. On ne vous apprend plus à jouer. Très bien. Alors, Claver, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation des Lions Indomptables contre le Sénégal? Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui a manqué aux Lions Indomptables du Cameroun? C'est le Hamlet, c'est le spirit, le lion fighting spirit. Vous savez, lorsqu'on voit à l'époque les sons joués au football, on les voyait se décupler. C'est-à-dire, on avait le sentiment que ces gars étaient prêts à battre un lion à main nue. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Encore que là, on a à peine 2 joueurs qui jouent dans des grands championnats en Europe et le reste, d'autres jouent même, je ne sais même pas, même les noms que je ne sais, même les noms de leurs équipes, de leurs clubs, je ne connais pas. Or, depuis moins d'une dizaine d'années, le Cameroun n'a pas formé des joueurs. Et tous les autres qui régnaient au sein de l'Africa Foot, il y a un championnat qui existait à peine. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse des miracles? On ne peut pas faire des miracles. Pendant ce temps, un pays comme le Sénégal est resté constant pendant plus d'une vingtaine d'années. Ils sont restés constants dans le football. Ils ont des joueurs qui jouent dans de très grands championnats à l'étranger. Le Cameroun en a combien? Mais tout comme Alioune Soussé qui est là depuis 2012 jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez qu'il a eu le temps même de construire. Il investit dans la continuité voilà. Donc aujourd'hui, on fera bien des reproches à Eto'o et à Song, mais je pense que ces reproches-là sont ces reproches qu'on leur fait de mauvaise foi, ou alors parce qu'on pique des crises d'hystérie. Alimenté par le tribalisme qui a quand même fait son lit dans ce pays, parce qu'il y a certaines interventions que moi j'ai mis automatiquement sur le coup du repli identitaire. C'est très dommage, mais je crois que c'est une épreuve que nous sommes en train de passer. Il faudra simplement tirer les leçons après, parce que les deux qui sont indexés du côté camerounais au cours de cette compétition ont été les meilleurs en leur temps. Et si ceux qui les ont, et si entre-temps, il n'y a que des médiocres qui ont eu la charge de la gestion du football camerounais, vous pensez qu'ils vont inventer des stars, ils ne vont pas inventer des étoiles. Ils ne peuvent pas, parce que ce n'était pas à eux de former depuis 5 ans les joueurs qui devraient exploser sur les stades aujourd'hui. Donc je crois qu'il est urgent que le football camerounais connaisse une nouvelle refondation, et je pense que ça devrait mettre un chantier prioritaire pour l'actuel top management de l'Africa Foot et même du sélectionneur. Parce que là, nous sommes dans l'impasse, non pas parce que le Cameroun n'a pas de talent, mais nous sommes dans l'impasse parce que ces talents n'ont pas été encadrés pendant plus d'une dizaine d'années. Les gens étaient à l'Africa pour se faire de l'argent, pour voler de l'argent, pour s'enrichir, et non pas pour encourager les génies à éclore. Or, aujourd'hui, il est question, lorsque vous voyez les résultats, je pense que lorsque vous voyez les résultats de notre participation du côté de la Côte d'Ivoire, il y a un premier point qu'il faut relever. À l'époque, on pouvait compter en national des joueurs bien sur pied qui animaient le 11 national, parce qu'il y avait un championnat qui tournait. Et les binationaux ou alors les joueurs de la diaspora, il y en avait parmi eux qui jouaient dans de très grands championnats. Aujourd'hui, on a Abouakar qui est hors course. Et il ne reste que 2 joueurs. Il ne reste à peine que 2 joueurs qui jouent dans des grands championnats en Europe. Le reste, ils jouent dans les équipes, dans les clubs de quartier à la limite. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas s'attendre à mieux, ce qui n'est pas le cas des autres. Maintenant, il leur manque aussi un élément très important, c'est la volonté de défendre les couleurs nationales. Ça, c'est extrêmement important parce qu'ils viennent jouer en évitant de se jeter à fond avec toutes ces désinformations que les gens qui tournent autour de la gestion des lions indomptables, ces enfants-là, quand ils arrivent ici, certains viennent du Cameroun pour la première fois. Quand ils arrivent ici, ils ont des doutes sur des éventuelles, par exemple, prises en charge en cas d'accident.
Donc, le peuple, ils évitent de se donner totalement à fond. Vous comprenez donc que c'est toutes ces désinformations que certains animent contre le top management de l'Africa Foot et même des Lions indomptables pour des raisons inavouées. C'est tout ça qui est la conséquence du manque d'engagement qu'on observe auprès de certains joueurs qui ont peur de se donner à fond, de crainte de voir par exemple survenir des accidents sans être sûr de prise en charge conséquente. Donc il y a beaucoup de conditionnalités qui peuvent justifier la prestation, je pourrais dire, médiocre des Lions indomptables à cette CAN. Bon, mais on continue à espérer qu'ils peuvent se réveiller, mais ce qui est certain, je doute sincèrement qu'ils puissent aller très loin parce que dans le contexte actuel, il est question de refondre, de refaire totalement cette équipe de football, et non pas seulement l'équipe de football. Le championnat national a repris et nous ne sommes qu'à la première ou deuxième édition. Oui. Il faudrait bien qu'on vive 3, 4, 5 éditions pour pouvoir espérer déceler de très bons joueurs. On a par exemple pris un petit que moi je ne connaissais pas, celui qu'on est allé chercher à Limbella, je ne l'avais jamais connu, je ne connaissais même pas. Mais voilà, il y a des talents, plein de talents sur place, mais le championnat ayant passé des années, ils ne sont pas sur pied parce que le championnat n'avait même pas lieu. C'est maintenant qu'on renoue avec le championnat. Exactement. Et donc, moi, je pense aussi que le football est aussi comme les autres dynamiques sociales. Par exemple, la dynamique géopolitique, quand vous voyez, les États-Unis ont dominé le monde pendant un moment, mais maintenant, il y a d'autres pays émergents qui sont là. Donc, le football aussi ne peut pas déroger à la règle. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, tout est dynamique. Ça veut dire que quand vous êtes au sommet, vous devez encore travailler dur pour vous maintenir. Exactement. L'essentiel n'est pas d'arriver au sommet, mais de pouvoir s'y maintenir. Parce que quand vous voyez, aujourd'hui, quand on parle par exemple du Cap-Vert, on dit que c'est des petites équipes, mais c'est des gens qui ont pris conscience, ils ont compris qu'il faut travailler. Absolument. Il faut commencer à travailler. Et il y a donc comme une sorte de nivellement au niveau de valeur. africain. Oui. Exactement. Et c'est pour cela que quand par exemple on fait match nul avec la Guinée, on trouve que vraiment... Mais l'Égypte a déjà fait 2 matchs nuls. Hein. Mais les gens ne comprennent pas. L'Égypte a déjà fait 2 matchs nuls. Non, quand c'est l'Égypte, les Camerounais trouvent que c'est normal. Mais quand c'est le Cameroun, non, mais on a passé... Le Nigeria a fait son premier match nul contre la Guinée équatoriale. Mais quand c'est le Cameroun, cela ne se peut pas. Est-ce que les gens s'y savent que... Le Ghana même a été battu. Aliou Cissé a fait 6 ans sans victoire. Et c'est après avoir travaillé, conçu. Et là, c'est maintenant les victoires là viennent. Il a déjà fait pratiquement 8 ans là-bas. C'est maintenant. Non, plus. Oui, c'est maintenant qu'il commence à avoir ses victoires. Bien sûr, donc, bien sûr. Nous devons savoir que les victoires ne sont pas des victoires spontanées, c'est des victoires qui se préparent. Et non seulement ça, le football, je parle au Camerounais, le football n'est pas une affaire, un pan du Cameroun où ça va bien. Seul le football peut évoluer, mais les autres aspects de la vie sociale n'évoluent pas. Est-ce que c'est parce que les Lions ne jouent pas bien qu'on n'a pas le carburant? Est-ce que c'est parce que les Lions ne gagnent pas qu'on n'a pas d'eau? Est-ce que c'est parce que les Lions ne gagnent pas qu'on n'a pas de lumière? Il faut laisser les affaires ludiques, les affaires de plaisir. Il faut se concentrer sur des problèmes vitaux. C'est de ça que les questions, c'est ce qui est le plus important. Quand il s'agit de tirer sur le football, les footballeurs et autres, on tire à boulet rouge. Mais les autres aspects de la société, on accepte cette médiocrité-là. C'est bon, on n'a pas de route. On a une autoroute qui a déjà fait 6 ans. Elle a déjà fait... On a seulement construit 60 km. Il reste 180 km. On dit que c'est ça dans 36 ans. C'est normal. Ça va. Ça résout les problèmes de tout le monde. Très bien. Je crois que là, on va continuer parce que nous sommes dans le domaine du football et on va prendre le premier journal, le journal Wakat Sira. Wakat Sira qui note justement la CAN 2023, qui parle donc du match entre la Guinée et le Cameroun qui se partagent donc les points. Et je reviens sur ce match, ce premier match de poule entre le Cameroun et la Guinée. Comment est-ce que vous avez vu
qu'est-ce qui a manqué à l'équipe du Cameroun? Je reprends la question. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe du Cameroun lors du premier match contre la Guinée? Oui, le problème de l'équipe du Cameroun, c'est que c'est le manque d'envie, d'enthousiasme, de patriotisme. Les joueurs qui jouent avec beaucoup de réserve. Vous sentez que... Mais il y a aussi ceux qui ont dit que les joueurs n'étaient pas à leur place, à leur poste. C'est-à-dire que, puisque les joueurs ont leur poste, qu'ils ont l'habitude de jouer, et là, il y a aussi des joueurs qui sont aussi polyvalents. Donc, le coach, le manager a misé sur la polyvalence des joueurs et il les avait mis comme ça sur le terrain et ça n'a pas marché selon certains dires. Mais maintenant que hier, on a vu quand même autre chose. Tout le monde était à son poste. Vous voyez que l'argument là peut être battu en brèche. C'est pour ça que je n'ai pas orienté mon argumentation sur la polyvalence des joueurs qui n'avaient pas. Je suis en train de dire que les gars ne sont pas engagés. D'ailleurs, quand l'entraîneur fait son classement et vous met sur le terrain, entre vous les joueurs là-bas, vous pouvez changer. Exactement. Tu dis à tel que non. Toi, je sens que tu peux aller comme ça, tu peux me donner les ballons par-ci, toi tu peux aller là-bas. Vous pouvez changer là-bas sur le terrain. Même Roger Mila a dit ça. Exactement, c'est ce que je voulais même les lancer à Claver. Mais Roger Mila avait dit lors d'une interview que quand ils étaient sur le terrain, à un moment donné, ils prenaient leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils se disaient, bon ok, Manga, toi descends, moi je vais monter. C'est-à-dire qu'ils prenaient, eux, leurs joueurs, leurs responsabilités. Pourquoi est-ce que pour vous, le match n'est pas au-delà d'un schéma tactique? Mais vous savez, le match, au-delà du schéma tactique, il y a d'abord la volonté, l'esprit, la volonté de gagner les acteurs sur le terrain. Et c'est cet esprit de gagner, cette volonté de gagner qui les pousse donc à pouvoir changer les schémas tactiques décidés par l'entraîneur en fonction des objectifs qu'eux-mêmes se fixent déjà. Exactement. Par exemple, un match de football, un joueur qui entre sur un stade pour un match de football, il n'entre pas pour perdre le match, il entre pour gagner. Exactement. Donc si maintenant il se rend compte qu'il y a son coéquipier qui est un peu faible, qui n'arrive pas à donner le rendement habituel, il peut dire à son coéquipier, écoute mon gars, je pense que on peut changer de poste et pour faire mieux. Et là, quand ça marche, c'est toujours à l'avantage, c'est toujours à l'honneur de l'entraîneur. Et de l'équipe. Voilà. Donc je crois qu'il faut simplement que les Camerounais commencent à comprendre que nous sommes tous des footballeurs, selon eux. Moi, je ne suis pas un footballeur de toute façon. Mais qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que, au-delà des commentaires passionnés, il faut savoir que se retrouver sur un stade de football pour livrer un match en sélection nationale n'est pas la chose la plus aisée et la plus facile. Et à ce titre, il faut faire confiance à ceux qui sont sélectionnés et à ceux qui les encadrent et les porter vers la victoire. On a vu des gens pousser des équipes. À l'époque même, quand le championnat du Cameroun était encore le championnat du Cameroun, on voyait les spectateurs camerounais pousser les Lions indomptables vers la victoire. Vers la victoire. Aujourd'hui, même les Camerounais sont même divisés. Aujourd'hui, les Camerounais sont divisés. Les supporters insultent d'autres de la... Il y a même on sont venus diviser même les tout ça, c'est le tribalisme qui est à l'origine de tout ça. Quelqu'un de Macron loge une balle dans la tête du président de... Voilà. Mais vous imaginez, dans un pays normal, celui-là aurait déjà été repéré et mis aux arrêts. C'est clair, dans un pays normal, mais comme le Cameroun n'est pas un pays normal, on peut tout se permettre. J'ai même fait une réflexion ce matin dans laquelle j'ai demandé aux gens de laisser les enfants d'autrui tranquilles. Il faut les laisser tranquilles, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Qui a fait mieux qu'eux? Parmi tous ceux qui critiquent, là, parmi tous ceux qui tirent sur eux. J'ai même vu une vidéo du président Robert Gueye. Oui. Qui a été président de la Côte d'Ivoire de 1999 à 2000, quelque chose comme ça. Mais où les Ivoiriens étaient rentrés d'une coupe, ils n'avaient pas, c'était pas bien, hein, mais ils ont été gardés pendant une semaine avant de rentrer dans leur club. Et il leur a dit que quand vous portez le drapeau, vous devez faire attention et que la prochaine fois même, ce sera plus parce qu'on doit vous faire une formation militaire pour que vous compreniez de quoi il est question. Et ce matin, j'ai lu une interview du président de la Fédération camerounaise
hier, après le match, si elle est avérée, ou il est en train de dire qu'aujourd'hui, après cette CAN, il y aura une sorte d'examen de patriotisme quand même pour intégrer les gens à l'équipe nationale. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas venir défendre. Quand on défend, on ne peut pas être mou. Quand on défend, on doit être vif, on doit être éveillé. Exactement. Alors, on continue avec le journal Fraternité Matin, c'est un journal ivoirien, et bien qui évoque l'affaire de la billetterie de la CAN 2023 et nous dit que le problème sera réglé dans les 48 heures, promet le Premier ministre Begré Mambé. Alors, il y a des images qui ont circulé sur Internet lors du match Cameroun-Guinée, et donc, il y a plusieurs Camerounais qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas eu de billets. Ils n'ont pas de billets, c'est-à-dire que les gens sont quittés de l'Angleterre, certains Camerounais sont quittés des autres pays pour venir supporter les Indomptables en Côte d'Ivoire. Ils arrivent là où la billetterie est pratiquement fermée et après avoir passé du temps, il se trouve que quand ils arrivent maintenant, ils ne veulent même pas leur vendre les billets. Et en plus même, non seulement ils ne donnent pas les billets à la totalité, c'est-à-dire ils étaient nombreux et on leur présente 2 billets. On revend même les billets qui coûtent 5 000 à même 40 000 francs CFA. Donc, comment est-ce que vous avez appris cette affaire de billetterie? Est-ce que c'est le problème de qui à ce niveau? C'est le problème du pays ou bien c'est le problème de la CAF? Le problème de la billetterie, moi je crois que c'est la CAF qui gère sa compétition. En compagnie, c'est-à-dire accompagner, parce que le pays donne les infrastructures à la CAF pour organiser la compétition. Et c'est la CAF qui est chargée de la billetterie. Et donc, normalement, vous voyez par exemple la Coupe du Monde, on met même les billets en ligne. Vous achetez même vos billets avant même de vous déplacer. Vous connaissez déjà que tel match j'ai le billet, tel match autre j'ai le billet, tout ça. Mais chez nous, et en Côte d'Ivoire, on ne sait pas pourquoi. On dit parfois, vous entendez que même à la finale, on avait dit que ça devait se jouer à guichet fermé, donc que tous les billets étaient achetés. Mais sur le terrain, quand vous voyez, le stade est pratiquement vide. Comme lors du premier match, le stade était à 60%. Hein, je vous relance simplement. Lors du premier match, le stade était rempli à 60%. Et il y avait des places vides. Par contre, on nous avait dit que tous les billets ont déjà été vendus. Mais ça veut dire qu'il y a un marché noir qui veut tuer justement la CAF. Pourquoi? Parce que le football a un aspect ludique, a un aspect de joie, un aspect de fête, où tout le monde doit venir. Mais quand vous pouvez acheter tous les billets, vous gardez, mais vous ne venez pas au stade, c'est un problème. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire les gens prennent sur eux d'acheter peut-être, ils voient que bon, les gens qui ont... il y a quel niveau là, les gens achètent beaucoup de billets, peut-être les billets de 5 000, c'est eux qui sont souvent nombreux. Ils achètent tous les billets de 5 000. Parce que c'est là-bas, c'est les pauvres là-bas. Oui. Ils achètent tous les billets là. Vous allez voir qu'il y aura seulement une certaine catégorie de personnes au stade. Tout le monde ne pourra plus venir. Et là, ça pose un véritable problème de gestion de billets. Une seule personne ne peut pas, ou alors un groupe de personnes ne peut pas acheter pratiquement 40% de tickets d'un stade. Absolument. Non! C'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle le marché noir. Ça, il faut combattre ça avec la dernière énergie. Et très bien, en parlant du marché noir, Claver, il se trouve que toujours sur les réseaux sociaux, on a vu les gens se plaindre du fait qu'on leur vend des billets, mais lorsque il faut faire passer les billets au scanner, ça ne donne pas, c'est-à-dire que ce sont les billets, comme il parlait du marché noir, ce sont les billets du marché noir. Est-ce que, moi je repose la question, est-ce que c'est un problème d'organisation ou bien c'est un problème de la CAF? Parce que je ne suis pas sûr que la CAF peut faire le marché noir. Donc il y a quand même un problème d'organisation là-dedans. C'est un problème d'organisation et il aurait fallu que la CAF veille dessus, parce que la CAF est quand même au centre de l'organisation de la Exactement. Coupe d'Afrique. Propriétaire de la compétition. Voilà, et propriétaire de la compétition.
Ça suffit simplement qu'ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de vigilance pour la gestion et la distribution de ces biens. Ouais. Et une bonne partie, c'est courant dans toutes les compétitions. Quand on n'est pas assez vigilant, il y a une bonne partie des biens qu'on va retrouver dans le marché noir pour créer des ruptures, pouvoir faire le business. Avec, comme tu disais tantôt, le billet qui est à 5 millions le revend à 40 000. Donc là, la Côte d'Ivoire n'a pas mis en place les mécanismes nécessaires. Ils auraient bien pu vendre ces biens en ligne. Et s'ils les vendaient en ligne, le risque de voir le marché noir prospérer devait être réduit. Mais aujourd'hui, la CAN, peut-être qu'ils auront le temps de corriger parce que le Premier ministre annonce des mesures d'urgence, mais ce sera un peu tard parce que s'ils vont changer les biais, est-ce qu'ils vont changer les biais actuels par de nouveaux biais? Je pense que ce n'est plus possible. Donc, c'est une situation regrettable qui est arrivée, mais c'est courant dans toutes les compétitions. Je pense même que les organisateurs des compétitions pareilles devraient, d'une manière, en premier lieu, mettre sur place un dispositif pour justement éviter le développement de ce marché parallèle. Le Premier ministre, pour relancer, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne, parce que le Premier ministre, lui, fait la sortie, parce qu'il y avait ce que les gens ont appelé la rétention abusive de la vente même des tickets, parce que les tickets existaient, mais il y a des gens qui n'ont pas voulu vendre les tickets, simplement, je ne sais pas, pour créer l'inflation, ou on ne vendait pas à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on regardait, on voyait que c'est tel, et on vous vendait les billets. Oui, mais, et ils augmentent les prix, justement. Voilà. Il y a une chose, c'est que dès qu'on n'organise pas rigoureusement et soigneusement la vente des billets, ça existe toujours partout. La Coupe du Monde aux États-Unis, on sait là où il y avait eu la mallette d'argent qui est ressortie des avions, encore en route jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a toujours ça. Mais au-delà de cela, on doit voir que la Côte d'Ivoire, ce que je vois, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui manque. Je dois utiliser le terme là pour qu'on comprenne. Non, le terme là n'est pas dur. Non, c'est pas fort. Parce que, voyez-vous, on nous parle des infrastructures XXL et autres, de dernière technologie, parce que les institutions de Bretton Woods sont toujours là à donner, à prêter de l'argent, à leur faire des prêts. Alassane Ouattara doit vous dire que non, vraiment le PIB est sous ceci. Non, mais à la réalité... Nous sommes là, c'est la fête du football africain. Oui, mais à la réalité, on se retrouve que... Vous voyez les stades, non? Vous avez vu la cérémonie d'ouverture, vous avez vu comment on appelle ça, c'était le plateau, vous avez vu comment c'était, même les planches, même quand tu ne connais pas. Je voudrais marquer votre indulgence parce que là c'est la fête du football. Je suis très d'accord. Nos problèmes, ça viendra après. Je suis très d'accord que c'est le football. Je suis très d'accord que c'est le football. Mais ça ne peut pas moins vrai que quand on va dans le football, c'est-à-dire, vous n'allez pas pour ne pas voir que mais, si je mets le pied, il y aura de la poussière. On voit la poussière partout. J'ai vu l'aéroport, quand les lions sont arrivés, je me suis demandé si la Côte d'Ivoire est dans un désert. L'herbe est sèche. Vous voyez des choses comme ça. Est-ce que c'est ça le développement que les infrastructures de Bretton Woods? C'est de ce développement-là. Non, laissons le développement de la Côte d'Ivoire. Mais je crois que tous les pays de l'Afrique francophone sont en voie de développement. On a même plus en voie. Je crois qu'actuellement, on a des problèmes de développement. Je crois que ça va se résoudre progressivement. Ça va se résoudre. On se bat comme on peut. Mais on continue avec le journal ici, Lomé, qui m'a aussi intéressé. Et qui nous fait savoir que la CAN 2024 est là. Les Lions de l'Atlas sont armés pour un deuxième sacre continental. Les Lions de l'Atlas, c'est le Maroc. Ouais. Le Maroc. Et puis, ça a retenu mon attention simplement parce que, vous savez, le rang du Maroc aujourd'hui, le Maroc qui est allé à la Coupe du Monde et puis a fait une très belle Coupe du Monde, arrivé jusqu'en demi-finale. Et ça, quand on regarde quand même le parcours du Maroc, on sent que ce sont des gens qui ont travaillé en amont et aujourd'hui, les résultats sont là. Et ça ne ment pas quand le journal dit les Lions sont armés pour un deuxième sacre continental. Oui. Vous souscrivez également? Je suis très d'accord parce que quand vous allez au Maroc, vous voyez d'abord les infrastructures
Clairefontaine n'est rien. C'est ce que Samuel Eto'o avait dit d'ailleurs. Voilà, Clairefontaine n'est rien. Et ils ont commencé à travailler depuis. Et celui qui a été là, l'entraîneur qui a été là avant, celui qui est là maintenant, a beaucoup travaillé au niveau de la fondation, de la base. Il a beaucoup travaillé. Donc, il a laissé un produit qui était déjà pratiquement fini. Celui de Draghi, c'est quelque chose comme ça. Il est seulement venu polir. Et il est venu avec un très beau discours qui a trouvé l'assentiment des joueurs. Et c'est pour ça que non seulement l'équipe du Maroc n'a pas tellement d'individualité, mais cette équipe a une âme, un groupe qui est très 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 fort. C'est ça. Quand vous n'avez pas des individualités, quand vous n'avez pas des gens qui peuvent faire la différence, soyez au moins soudés, soyez au moins forts. C'est ce qu'on demande. L'unité du groupe. Et vous voyez que cette équipe a été, comment dirais-je, à la Coupe du Monde, elle a été quand même, elle allait jusqu'à demi-finale. Oui. Elle a eu une Coupe d'Afrique, je crois qu'elle avait eu en 1988 chez elle, quelque chose comme ça, je crois bien. Et donc, elle est véritablement un candidat sérieux pour le candidat, c'est-à-dire s'il faut classer, c'est le premier candidat à cette coupe. Très bien. Laissons un peu la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Allons-y maintenant en politique. Et là, on prend le journal Sidiawa. Sidiawa qui est intéressant cette semaine, qui parle donc, qui note le Comore et l'indéboulonnable Assoumani. Vous savez qu'au Comore, l'ère du colonel Azali Assoumani ne va pas se refermer de sitôt, comme le souhaitaient ses adversaires politiques. L'homme fort du pays a été donc réélu au premier tour avec 62,67% des voix. Mardi, c'était le 16 janvier, pour un troisième mandat consécutif à la tête de ce pays d'Afrique australe. Alors, Claver, vous êtes, je vais dire, est-ce que vous êtes surpris de ce résultat? Non, mais écoutez, ce qui est regrettable dans les élections en Afrique, c'est de voir toutes les oppositions coaliser après les résultats. Je pense que ce que nous avons vécu du côté de la RDC est en train de se répéter du côté des Comores, où c'est après les résultats que l'opposition est en train de crier au loup. Pourtant, avant, bien des années avant, le scrutin dont il est question, l'opposition aurait dû coaliser, mutualiser ses forces pour pouvoir venir à bout du président Assoumani. Malheureusement, il a fallu d'abord que l'élection ait lieu et qu'il gagne pour qu'on se mette pour l'opposition se mette à manifester. Et c'est dommage. Donc, je crois qu'il est très très difficile pour quelqu'un qui organise les élections en Afrique, sous le prisme de la démocratie, de pouvoir les perdre. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas, mais tout dépend de sa soumission auprès de la communauté internationale, naturellement de l'Union européenne. Sinon, du moment où vous êtes soumis, c'est cette communauté internationale qui vous apporte son expertise et des financements, et elle ne peut pas vous financer pour, surtout si vous faites preuve de soumission à son égard, elle ne peut pas vous financer sans que vous ayez sans un retour d'ascenseur. En ce qui concerne les Comores, je pense que il faut rappeler que Assoumani, le président Assoumani est le président de l'Union africaine, actuel président de l'Union africaine. Exactement. Donc il a une lourde responsabilité sur le plan régional. Et je crois que ceci a aussi dû peser à son avantage sur le plan international. Donc je crois que tout ce qu'il y a à faire pour l'opposition, c'est de se réarmer pour les prochaines échéances, puisque les résultats étant déjà déclarés, elle n'a pas C'était déjà le premier tour, il est déjà président, et je crois que ça va être jusqu'en 2029. Voilà, donc elle a qu'à se remettre en question et pouvoir s'organiser pour les prochaines échéances. Très bien. Alors, je crois qu'on va sauter ce journal pour aller un peu plus rapidement. Et là, maintenant, on va parler du journal Actu Niger. Actu Niger qui parle donc de la coopération avec le Premier ministre Lamine Zienne en mission de séduction et de prospection à Moscou, Ankara et
Tétéran, titre dans le journal, qui indique que les échanges vont porter sur les moyens de renforcement et d'intensifier les relations dans divers domaines prioritaires, notamment la défense, le commerce, les mines, l'énergie et même les infrastructures. Donc, la question est de savoir, le Niger a déjà pris son envol, il veut déjà diversifier son partenariat avec plusieurs autres pays après avoir mis de côté la France. Ça, c'est même cela coule de source parce que, voyez-vous, après le choc que le Niger a eu, il fallait un peu respirer d'abord et puis tirer des leçons. L'ancien président nigérien, comment on l'appelle encore? Bazoum. Mohamed Bazoum. Il a fait très mal à ce pays. C'est pour ça que les autorités nigériennes ne savent même pas encore ce qu'on doit lui réserver. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un Français dise que c'est les Français qui donnent de l'eau aux Nigériens. Vous ne pouvez pas. C'est quel genre de honte ça? Pendant ce temps, votre uranium est surexploité. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Et l'armée qui est la mesure, le thermomètre d'un pays a vu qu'ils avaient déjà trop supporté. Même les populations, ils sont devenues OTS, on a trop supporté. Alors, on a voulu mettre de l'ordre dans le désordre. Ça n'a même pas été un coup d'État. C'est qu'on veut mettre de l'ordre dans le désordre. Alors, chez nous, les Bantous, ou alors chez nous en Afrique, on parle de coup d'État quand il y a eu effusion de sang. Exactement. Mais, quand l'armée prend le pouvoir, parce qu'il voit que le pouvoir est déjà voilà, galvaudé. Oui, est déjà galvaudé. L'armée reprend le pouvoir, peut mettre les choses au clair et réorganiser les élections pour que, justement, pour remettre aux civils et rentrer dans les casernes. Les casernes. Maintenant, vous avez vu, vous voyez que l'armée a pris le pouvoir, ils ont nommé un gouvernement où le Premier ministre, c'est un civil. Et il faut donc maintenant commencer à travailler pour relever le pays. Parce que le pays était à terre. En lambeaux. Ils ont d'abord suspendu le contrat de la société qui donnait de l'eau, française qui donnait de l'eau au Niger. Maintenant, il faut diversifier les partenaires. Parce que quand vous avez connu un seul partenaire, vous ne savez pas que vous pouvez... Ou bien deux, parce qu'il y a la France et l'Union européenne. Oui. Mais c'est la même chose, c'est bonnet blanc, bonnet là-bas. C'est la même chose. Et quand vous n'avez connu qu'un seul partenaire, vous ne savez pas que peut-être en essayant 2 ou 3, vous pouvez trouver meilleur. Vous trouvez votre compte là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, étant dans l'AES, l'agence des États du Sahel, qui ont pris pour premier partenaire stratégique la Russie, il est cohérent et logique que le Niger suive cette voie-là. Parce que il voit comment ce que le Mali est en train de devenir aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que le Premier ministre est allé de ce côté-là, du côté de Moscou, pour parler franc. C'est-à-dire faire des partenariats gagnant-gagnant. Ce n'est pas des partenariats que les Russes vont venir investir, eux ils perdent. Non, ils viennent pour vous aider, mais ça doit être gagnant-gagnant. Et le premier axe de la coopération est du côté de la sécurité et donc la défense. Donc c'est normal. Aujourd'hui, les choses vont s'asseoir tout doucement. Et puis, en ce moment, quand ils auront fait asseoir toutes les choses, avec l'assentiment du peuple, on va organiser les élections libres et transparentes pour qu'un civil reprenne le pouvoir.
Très bien. Alors, on va continuer, Claver, et on va dire que de son côté, le journal ici Lomé nous dit qu'au Togo, là-bas, à l'approche des élections, Faure Gnassingbé rappelle d'anciens lieutenants. Ça commence aux approches des élections, et là, il fait le rappel des troupes avec ces gens qui étaient là avant pour, certains disent que pour venir gripper encore la machine électorale, mais tout porte à croire quand même que le président togolais connaît tous ces artificiers et il fait appel à eux parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles du côté du Togo. Voilà donc un exemple de la manière dont la démocratie est gérée en Afrique. Ce que le président Faure Gnassingbé appelle à son secours à ses côtés, pas à son secours à ses côtés, sont ceux-là qui jouissent certainement d'une expérience avérée dans des domaines peut-être pas toujours orthodoxes, mais qui lui permettent de garantir sa victoire. La seule manière de battre un régime au pouvoir en Afrique et même dans le monde, c'est de travailler des années avant l'échéance électorale. L'opposition nous dira tout ce que l'opposition dira, mais si jusqu'à aujourd'hui l'opposition togolaise n'a pas pu fédérer pour pouvoir affronter comme un seul homme Faure Gnassingbé, ne soyons pas surpris que le résultat ne lui soit pas favorable, parce que justement, au sein même de l'opposition, les régimes en place recrutent souvent des infiltrés. Et ce qui rend la gestion de la politique en Afrique francophone extrêmement difficile, parce que les choix politiques des leaders sont davantage motivés par la corruption. Maintenant que Faure l'a bien compris, il est quand même là depuis quelques années, depuis plusieurs années, il a compris, il reprend il active ses réseaux habituels pour obtenir un résultat qui lui sera sans doute favorable. Donc c'est malheureusement le revers de la médaille de ce que l'on appelle la démocratie, qui, à ma foi, ne nous apporte pas grand-chose, sinon le chaos. Très bien. Alors, on continue avec un autre journal. Et là, c'est le journal Wakatsira qui parle donc de la Russie et appelle la CEDEAO à dialoguer avec le Burkina, le Mali et le Niger. Alain, comment est-ce que vous avez vu la position de la Russie qui appelle la CEDEAO à dialoguer avec ses anciens partenaires? Parce que la Russie a déjà écouté les autorités du Mali. Elle a écouté les autorités du Burkina Faso et du Niger. Qui ont déjà formé leur coalition. Et là, c'est un dernier rappel. Parce que l'Afrique de l'Ouest risque de se retrouver avec deux organisations sous-régionales, si on ne fait pas attention. C'est pour cela que la Russie, c'est pas anodin ça. Ce que l'appel là n'est pas anodin. C'est pas le nombre de pays qui fait comment on appelle, je voudrais dire là, une fédération, une communauté. Une communauté, oui. Non, c'est pas le nombre de pays. Même les trois peuvent faire leur communauté avec leur monnaie. Oui. Mais je vois même qu'il y a d'autres qui vont s'ajouter. Exactement. Et donc, la Russie appelle la CEDEAO à se ressaisir parce que il ne faudrait pas que avant que cela ne soit tard. Parce que d'ici à là, on va se retrouver avec... Et c'est très bien parti parce que je ne le vois pas. Les charognards de la CEDEAO là, laisser. Ça veut penser que ça veut coaliser sincèrement avec les présidents de l'AES. Je les vois, c'est pas possible, sauf si Ouattara demeure là en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire, c'est pas un souhait. Sauf si Ouattara demeure là en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro arrive à le renverser. Et si Guillaume Soro devient président de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va regagner l'AES. Si il y a d'autres pays là qui sont en train de... Qui attendent simplement que... Qui sont en train de revenir. Se forment bien. Et oui, c'est ça. Et donc, je ne dis pas que c'est un ultimatum, mais c'est un rappel que faites des efforts pour être avec ceci.
Très bien. Alors, on continue, hein, on progresse parce que le temps nous tient déjà à la gorge. On progresse avec le contentieux double nationalité de Karim, un cas devant les 7 sages, selon le journal Le Quotidien du Sénégal. Eh bien, Karim Meïssa Wade n'est pas exclusivement sénégalais, dit le journal. D'ailleurs, le quotidien est en mesure de le confirmer. L'ancien ministre a renouvelé son passeport au mois d'août 2020 à Doha. Il détient toujours la nationalité française, dit le journal. Une contradiction que le candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Thierno Alassane Sall, ne compte pas laisser en l'état. Et il se trouve que cette semaine toujours, justement du côté du Sénégal, vous savez, il y a eu ce contentieux sur la double nationalité de Karim Wade, et il y a eu plusieurs interventions. D'abord, la première chose, c'est que Karim Wade, en déposant d'abord son dossier, il a dit qu'il était exclusivement sénégalais. Ensuite, il y a Alassane Sall qui est venu, qui a dit qu'il détient, qu'il allait faire le tour au niveau du fichier électoral français, qu'il a retrouvé le nom de Karim Wade. Et là, il dit que pour être président de la République sénégalais, il faut exclusivement être sénégalais. Il a donc attaqué ST en justice. Et puis, patatras, c'est le président Macron qui fait encore une sortie cette semaine pour parler de la rénonciation maintenant de la nationalité de Karim Wade, donc pour dire qu'il n'est pas français, il est justement sénégalais. Comment est-ce que vous avez perçu toute cette actualité? Voilà, il ne suffit pas de dire qu'il n'est pas français, ou alors pour Macron de nous rappeler que la France, mais où est le document officiel? Vous savez, le mal des États africains vient du fait que la plupart de notre élite est justement la plupart des membres de notre élite sont binationaux. Et naturellement, il est impossible de servir 2 maîtres à la fois. Et tous ceux-ci sont répertoriés en France. Ils sont répertoriés et ils sont en mission commandée en Afrique. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos pays n'arrivent pas à décoller, parce que tous ces binationaux ne peuvent pas servir nos États, ne peuvent pas mettre leur expertise, leur volonté, leur bonne volonté à servir nos États. Donc si Karim Wade est binational et que la loi sénégalaise prévoit sa mise à l'écart dans le cas de l'élection présidentielle à venir, autant le mettre à l'écart, parce qu'il faut quand même respecter les lois de la République. On ne peut pas accepter de servir un pays dont on ne respecte pas les lois. Ça signifie que ça, on n'est plus honnête. Comme Karim Wade dit qu'il n'a jamais voté pour la France. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il a une double nationalité. Parce qu'en cas et c'est à partir de cette double nationalité, malgré le démenti de Macron, après de cette double nationalité, il sera obligé de se soumettre, de servir les intérêts de la France si jamais il est élu président du Sénégal. Et ça, il faut l'éviter. Au Cameroun, on a le même problème avec des ministres binationaux qui, comme vous le savez, mettent le pays extrêmement en difficulté. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils savent que si ça ne va pas au Cameroun, ils vont se réfugier en France. Malheureusement, dans notre pays, dans les pays africains francophones, l'élite est pratiquement envoûtée par cette histoire d'avoir la nationalité française. Et c'est là, et ça dessert les intérêts, le développement de nos États. Donc, ma foi, si Karim Wade, puisqu'il a avéré qu'il a une double nationalité, et si la loi sénégalaise l'exclut d'une course à la présidence de la République, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui, mais si les lois l'excluent à la course, à la présidence de la République sénégalaise, que la loi soit appliquée tout simplement. Très bien. Alors, Alain, moi, la question que je voudrais vous poser, la question de la double nationalité en Afrique, c'est une équation difficile à résoudre, n'est-ce pas? Elle n'est pas aussi difficile à résoudre. Mais le problème, c'est que cette double nationalité cause beaucoup de problèmes aux Africains. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que quand ils sont au Cameroun, ils disent qu'ils sont français. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, je vais prendre le cas de l'affaire
Lydiane Yomo, bien Thierry Atangana, qui avait la double nationalité. Ici, on savait que c'est des Camerounais, ils sont... Mais dès qu'ils ont détourné et que l'affaire est allée en justice, ils sont devenus français. Ils sont même rentrés en France. Aujourd'hui même, ils sont toujours, parce qu'ils sont toujours en train de demander justement, comment on appelle ça, quand on tranche, que le Cameroun leur reverse de l'argent, jusqu'à ce jour. Mais ce que je voulais dire dans cette affaire, c'est que la France-Afrique se porte encore très bien. Et la France-Afrique a quelque chose de naturel qui est la régénération. La régénération, ça veut dire de l'élite. À sa solde, bien sûr. Et c'est pour cela que, vous voyez, on veut fragiliser le Macky Sall. Oui. On est en train de le fragiliser, on veut le changer. C'est pour lui mettre la pression. Mais on veut le changer et on va le changer tel que c'est. Parce que sauf si vraiment la justice sénégalaise reste droite dans sa route que Wade ne peut pas être candidat. Si Wade est candidat, il va gagner. La France a déjà choisi son candidat tel que vous voyez là. J'ai vu les documents en question, parce qu'il y a eu des documents qu'ils ont même pondu pour dire que Wade, ceci, cela. C'était incohérent, mais bon, quand on dit que quelqu'un n'est pas français, vous allez prouver ça comment. Ce qui est vrai, c'est que la France a déjà choisi son candidat pour le Sénégal, pour les élections futures. Donc, même si Wade, comment on l'appelle ça, mais nous sommes bêtes. Nous sommes malheureusement bêtes parce que M. Sall va comprendre maintenant qu'il ne devrait pas faire ce qu'il a fait à Sonko. Oui, lui il va perdre. Vous voyez, il va perdre tel que c'est parti là. Il va perdre parce que si la justice, vous avez déjà la défaite de Amadoumba, c'est ça? Oui, je suis d'accord. Son premier ministre, ce qui est là, c'est que la justice peut trancher. Seul Sonko pouvait tenir. Mais ceci, mais il faut aussi savoir qu'ils sont dans une très grande coalition. La coalition là n'est rien. La coalition, les dernières c'est une mouvance de plusieurs partis. Non, les dernières élections législatives, on parle, non? C'est-à-dire la coalition de Wade et de Sonko a gagné partout dans les grandes villes. Pastef. Oui, ils ont gagné partout dans les grandes villes. La coalition de Sall a seulement gagné dans l'intérieur du pays. Vous voyez un peu. Et il a même on peut dire qu'il a eu la majorité. Il a jeté. Il faut donc comprendre qu'il faut faire très attention. C'est très mal. Ce qui va se passer pendant les élections prochaines si la candidature de Wade est validée. Si la candidature de Wade est validée. Et maintenant, si la justice ne valide pas, non, pas forcément. La justice peut maintenir. Si la justice respecte les lois de la République, la Constitution, elle ne sera pas validée. Elle sera validée. Moi, je souhaite qu'elle ne soit pas validée parce que ce sera une intrusion dans les affaires intérieures de l'État, ce que nous combattons. Ça lui-même est très docile à la France. Il ne peut pas. Il sait qu'il tient son pouvoir de la France. Et quand tu tiens ton pouvoir de quelqu'un et qu'il revient te dire que maintenant là, est-ce que tu peux écarter pour que tel prenne la place? Oui, je crois que ça va. Tu ne peux pas essayer. Mais je crois que les jours à venir nous réservent justement des surprises. Et allons-y, revenons plutôt en Afrique centrale. En Afrique centrale, pour parler du Gabon et la conférence épiscopale chez Olingi Nguema, nous fait savoir le journal Gabon Review. Eh bien, le journal nous dit que les membres de la conférence épiscopale du Gabon, conduits par Monseigneur Jean-Vincent Ondo et Yéné, intervenant au lendemain de leur assemblée plénière, cette rencontre a permis donc à Brice Clotaire Olingi Nguema et à ses interlocuteurs de s'appesantir sur le vivre ensemble et la résilience face aux événements afin de contribuer au développement et à l'essor du Gabon. Ce qui est intéressant dans le journal, c'est que on veut nous dire que l'État ou la laïcité, l'État est laïque ou bien, je ne sais pas, je vois que l'Église est déjà là et ça fait déjà un savant dosage pour que le Gabon puisse justement après la transition se remettre sur les rails. C'est important, non?
C'est important, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que au Gabon, le Gabon a besoin de tout le monde à partir de cette année, parce qu'ils ont donné un chronogramme qui devra aboutir justement aux élections. Je crois que c'est un chronogramme de 24 mois, quelque chose de ce genre. Donc ça fait en sorte qu'il y a les assises nationales, il y a les consultations, et on a besoin de toutes ces diversités-là, de toutes ces congrégations-là. Tout le monde a son mot à dire. Et c'est pour ça que vous allez voir que cette semaine, il y a eu un réajustement gouvernemental de ce côté-là. Exactement. Parce qu'il faut maintenant réajuster en fonction des sensibilités. Le vice-premier ministre. Voilà. Il faut réajuster en fonction des sensibilités sociopolitiques de tout le pays. Et là, vous voyez que c'était avec Ali, lui, il était musulman. L'église catholique n'était pas beaucoup très proche d'Ali Bongo, il était musulman. Mais Olenguema, lui, il est chrétien. Vous voyez que maintenant aussi, l'église catholique est en pole poste. Avant, avec Ali, on disait même là-bas, même quand tu étais fonctionnaire, tu étais pratiquement obligé de devenir musulman. Ils sont devenus musulmans plein comme ça. Aujourd'hui encore, certains sont en train de devenir chrétiens parce qu'ils suivent comment on appelle ça, le vent. Et donc, je pense que Olenguema est en train de montrer là qu'il appelle tout le monde à apporter sa pierre à l'édifice. Mais j'ai vu aussi qu'il est en train de vouloir aller au Sénégal. Je me suis demandé qu'il part faire quoi au Sénégal ces temps-ci. Ou alors il part demander à Sall comment il faut faire pour traiter avec la France. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui peut le motiver. Il aime trop les voyages ces derniers. Il cherche quoi? Très bien. Alors qu'il y a le travail chez lui. Très bien. Et ça me permet de relancer Claver, parce que vous savez, le président ou le président de la transition du Gabon, qui fait beaucoup de déplacements ces derniers temps, il parlait tout à l'heure du Sénégal et il y était depuis mercredi dernier. Oui, si mes souvenirs sont bons, c'est depuis mercredi dernier qu'il est au Sénégal. Mais avant ça, il y a eu le président du Burundi qui est venu là au Gabon. Entre-temps, il a fait plusieurs voyages depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays. Beaucoup de gens estime qu'il veut être le président du Gabon. Logique, n'est-ce pas? C'est logique, il fait son lobbying. Il fait son lobbying. Maintenant, c'est le contenu de sa magistrature qui nous intéresse, parce que jusque-là, sincèrement, je n'arrive pas encore à bien cerner son projet politique, surtout sur le plan international. C'est vrai que lors de son dernier discours, son discours de fin d'année, il a dit des choses qui ont donné l'impression que les lignes étaient en train de bouger de ce côté-là en très peu de temps. Mais maintenant, il ne s'agit pas de trouver des solutions palliatives aux problèmes des États africains francophones. Il s'agit de trouver des solutions durables qui pourront résister à l'usure du temps en faveur du développement de nos pays. Tous ces voyages qu'il effectue, certainement, sont motivés par sa volonté de se mettre en selle, d'apprendre aussi auprès de ses pairs comment gérer le pouvoir. Mais on ne peut pas... D'ailleurs, on était sur la rencontre avec les évêques, les membres de la conférence épiscopale. Tout ça, c'est dans la même logique. C'est dans la même logique. Mais ce que là, moi personnellement, là où moi je l'attends, c'est les véritables chantiers qui sont les chantiers de construction de la souveraineté et de l'indépendance du Gabon vis-à-vis de la puissance néocolonialiste qu'est la France. Très bien. Donc je ne peux pas jusqu'aujourd'hui présager s'il y a du contenu ou non dans cette perspective. Très bien. Alors on termine avec le journal Al-Huda du Tchad. Al-Huda du Tchad qui parle qu'au Tchad là-bas, le gouvernement veut élaborer un nouveau plan national de développement. Ce qui est intéressant dans le journal, c'est que c'est justement le nouveau Premier ministre qui veut implémenter ce nouveau plan de développement sur ces Masra. Et vous savez que toujours cette semaine, il y a le principal parti de l'opposition, je crois que c'est le PDS, voilà, très bien, le PDS, qui a fait une sortie disant que son candidat à cette élection, c'est le président Mahamat. Même si lui-même ne s'est pas encore prononcé,
Et on le sait, donc les gens se posent beaucoup de questions. Surtout l'opposition se pose beaucoup de questions. Et là, on avait un candidat des transformateurs, c'est ça, les transformateurs ou les réformateurs, le transformateur, l'actuel Premier ministre. Les Tchadiens ne savent plus à quel sens se vouer. Il va se présenter comme candidat à la présidentielle, alors qu'il est en train d'accompagner celui qui est là. Est-ce qu'il va challenger son président de la République? C'est là où les gens sont carrément perdus. C'est des manœuvres de la France, non? On a tout fait. Ils ont su que Socès Masra était c'est-à-dire une force de proposition. Est-ce que c'est celui qui devait seulement challenger Déby? Mais ils ont tout fait pour embrasser l'ennemi, et pour le faire embrasser l'ennemi et se faire pratiquement même étouffer. Monsieur Socès, je ne sais pas comment il va s'en sortir, parce que là où il est là, il est mieux contrôlé, il est mieux cerné, il est sur les feux des projecteurs. Pendant ce temps qu'il est Premier ministre, il lui sera difficile encore, pendant que Mahamat Idriss Déby, lui, il est candidat, que lui-même Socès Masra, quoique président d'un parti politique, dise qu'il est aussi candidat. Et non même seulement ça, je vous relance, non même seulement ça. Vous savez qu'il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, puisque il est perçu comme quelqu'un qui a trahi quand même l'opposition, donc il n'a plus la confiance des Tchadiens. C'est ça. Mais moi je dis que ceux qui pensent qu'il a trahi, c'est un point de vue. Parce que... Il n'y a pas de l'opposition. Oui, cette opposition-là qui pense qu'il a trahi, c'est un point de vue. Parce qu'il faut aussi savoir que dans la gestion des affaires du pays, la politique de la chaise vide est proscrite. Dès que vous le laissez, si vous refusez un poste, on va faire sans vous. Et vous ne serez ni au début, ni à la fin. Et vous allez supporter seulement ce que vos adversaires vont décider. Donc, moi, je pense que la proposition de ce poste-là, oui, c'est qu'il faut que M. Masra communique avec ces autres-là. Même si le radicalisme en politique, vous connaissez des gens qui ont été radicaux, ils sont aujourd'hui, ils sont partout. Ils partent déposer les lettres dans les présidences comme des coursiers. C'est ça. Et on n'a pas besoin d'être radical. Dans la politique, il faut choisir, il faut avancer, il faut être présent pour que ton avis... flexible sur certaines choses. Oui, pour que ton avis puisse compter. Alors, on sort de cette émission, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, on laisse un peu la politique pour revenir au niveau de la CAN. Qu'est-ce qu'on retient de la CAN? D'abord pour les Lions indomptables du Cameroun, parce qu'il reste un match contre la Gambie, il y a toujours les chances de qualification. Si, il y a des chances de qualification, mais il faudra mouiller le maillot et le mouiller à fond. Mais je tiens quand même à rappeler aux Camerounais, à nos compatriotes, qu'il faut laisser ces gens-là, il faut laisser ces gens-là faire leur boulot. Le Cameroun n'est pas obligé de gagner toutes les coupes du monde et toutes les coupes d'Afrique. Et par ailleurs, si l'enthousiasme dont nous faisons preuve pour condamner les Lions pouvait se servir de cet enthousiasme pour participer à la lutte contre la corruption, je pense que ce serait une très bonne chose. Voilà. Donc, essayons d'être raisonnables. Le sport reste le sport et il ne faut pas trop en mettre. Si les Lions, éventuellement les Lions sont disqualifiés, sont éliminés, il faudra se rappeler qu'il y a eu des compétitions où ils sont arrivés quand même, ils nous ont apporté de bons résultats. Ce n'est donc pas parce qu'ils seront qualifiés ou éliminés lors du dernier match face à la Gambie, face à la Gambie, qu'il faudra tout de suite les vouer aux gémonies. Et il faut savoir, ça j'insiste là-dessus, il faut les laisser faire leur boulot, et puis j'insiste encore sur un aspect, si franchement tout l'enthousiasme dont les Camerounais font preuve
lorsqu'il s'agit de parler des Lions, vous pouvez faire preuve de temps dans tout ça pour lutter contre la corruption. Je crois qu'en moins d'1 an, ce pays deviendrait un Dubaï en Afrique centrale. Donc on arrête un peu de maltraiter les enfants d'autrui comme si nous-mêmes nous étions mieux que. Très bien, c'est votre coup de gueule en guise de mot de fin. Alors, Alain, il faut aussi, n'oublions pas que le match a 3 issues. Il y a la victoire, il y a la défaite, mais il y a aussi le match nul. Donc, il est normal qu'après chaque rencontre, qu'il y ait éventuellement justement une de ces issues. Oui, vous savez, c'est normal ce que vous venez de dire. Ça, on doit s'attendre à tout cela mardi prochain. Mais il faut dire avec force que des gens, un groupuscule de personnes a infesté la vie de tous les Camerounais. Il faut le dire. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, ce qu'un ministre avait appelé l'union sacrée autour des lions indomptables n'existe plus. Vous allez voir que les gens sont arrivés jusqu'à séparer les Camerounais pendant que les lions jouent. Comme c'est étoqué à la tête de la fédération. Mais les lions doivent perdre. Mais dès qu'on marque un but aux lions indomptables, mais c'est le champagne que tu veux voir. Ils sont contents. C'est bien. Oh, ça ne fait pas mal à Eto'o. Peut-être ça lui fait mal parce que son honneur, son aura, oui. Mais ça ne lui enlève rien. Il y en a comme ça qui ont partout, surtout. Je leur ai dit l'autre jour que, mais il faut parler comme ça, c'est bien. Voilà une équipe, vous avez dit que, avant vous disiez que toute une équipe formait des gens d'un seul village. Oui, c'est vrai, mais on gagnait. Aujourd'hui, on voit même que l'équipe est formée des gens d'un seul quartier. On ne gagne pas. Non seulement cela, vous allez trouver que un groupe de personnes pense que si celui qui dirige n'est pas de leur village, on ne dirige pas, on ne doit pas diriger. Si celui qui doit gagner n'est pas de leur village, mieux que tout le monde perde. Je leur ai dit que je les ai envoyés voir les résultats d'un concours qui est souvent lancé sous le couvert du ministère de l'Habitat, qui regardent les résultats de ce concours-là, qui reviennent me dire comment ça se passe là-bas. Ils m'ont plus répondu. J'ai dit que je ne parle plus avec eux. Donc, bon, le Cameroun a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à travailler. Des gens ont choisi de séparer tout le monde. Alors qu'on n'avait pas ce problème. Mais c'est aujourd'hui, c'est jusqu'aux autres. Et les gens n'ont même pas honte, malheureusement. Mais bon, c'est notre pays. Moi, j'ai dit que je vais toujours supporter les lions indomptables. Même si on les paye, même si on les gagne, je vais toujours les supporter parce que c'est mon pays. J'aime ces lions indomptables. Même s'ils sont devenus des chatons, je vais continuer à les supporter parce qu'ils portent le maillot des lions indomptables. Très bien, mais en tout cas, un fervent supporter, c'est comme ça. Hein. Ça veut dire qu'au moment des défaites, au moment des victoires, c'est la même chose. Donc, je crois que c'est le patriotisme qui doit nous animer et savoir que oui, c'est un match, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs issues. Vous pouvez être même très fort sur le terrain et être battu. Hein. Donc, ça arrive. C'est un sport. Justement, c'est un sport et puis il y a des aléas. Vous pouvez juste ou bien être à mes formes ce jour-là, ou bien commettre une faute et puis l'adversaire corrige. Je crois que toutes ces éventualités doivent nous amener justement à comprendre que c'est un jeu, même si il y a d'autres. Vous savez que les Camerounais sont remontés comme ça parce que, vous savez, il y a aussi une autre dimension derrière. N'oublions pas que il y a des défis qui opposent le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez qu'il y a tout ça qui joue derrière. Il y a trop de pression aussi. Et je crois que nous devons comprendre que dans tout ça, c'est quand même le sport et c'est le jeu. En tout cas, nous sommes des nations africaines, nous sommes en voie de développement et c'est la plus grande fête africaine et que la fête soit du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de Round-Up de l'actualité. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.